Bonjour, bienvenue dans cette première foire aux questions. Moi c'est Grégoire, je suis donc le créateur de la chaîne Livres et Sciences et dans la vie je suis prof de physique en prépa. Donc on commence tout de suite. Alors une question de Edwige Garrido. Quelles ont été tes études? Donc j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait 3 ans de prépa. Oui, 3 ans parce que j'ai redoublé la deuxième année qu'on appelle la 5,5. Ensuite, donc j'ai pas eu les concours que je voulais à tout prix aller à l'ENS, parce que je me voyais plus dans l'enseignement ou dans la recherche plutôt que dans l'ingénierie. Donc j'ai intégré, j'avais quand même des bonnes notes, donc j'ai intégré l'ENS sur dossier. Donc j'ai été ce qu'on appelle auditeur. Donc à l'ENS il y a les auditeurs et les normaliens. On suit les mêmes cours, mais la seule différence c'est que les normaliens sont payés, et oui, pendant leurs études, et pas les auditeurs. Donc j'ai fait mon L3 et mon M1 à l'ENS Lyon. Donc c'est un tronc donc c'était de la physique, c'est un tronc assez commun. Les spécialisations se font plus tard. Et moi déjà à ce moment-là, je savais que j'allais un peu plus m'orienter vers la physique théorique. D'ailleurs, on devait sur les deux stages, donc un stage en fin de L3 et un stage en fin de M1, on devait en avoir au moins un expérimental. Et moi, j'ai fait un peu le forcing et j'ai fait 2 stages théoriques. J'avais pas trop le droit de faire ça, mais bon. Donc, mon stage de L3, c'était sur les sursauts gamma. Et d'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo là-dessus à un moment donné sur la chaîne. Et mon stage de M1, c'était sur la désintégration du proton dans un modèle qu'on appelle la supersymétrie. Donc voilà, c'était des années très très sympas, les années de prépa et les années de L3 M1, j'ai beaucoup aimé. Donc tout ça c'était à Lyon. Voilà, j'ai fait mes études à Lyon. Aujourd'hui, donc je suis prof de prépa à Toulon, mais Lyon c'est un petit peu la ville dans laquelle j'ai fait mes études, donc c'est une ville qui m'est très chère. Et donc j'y retourne très souvent, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je retourne très souvent à Lyon. Ensuite, donc j'ai fait, je savais que j'allais sûrement m'orienter vers de l'enseignement. Je n'étais pas encore tout à fait sûr, mais en tout cas c'était sûr que j'allais passer l'agrégation, essayer de passer l'agrégation. Ce que j'ai fait, c'est j'ai passé ce qu'on appelle le 3e concours pour intégrer l'ENS Cachan cette fois en banlieue parisienne. Et donc je suis devenu normalien grâce à ça. Et donc, même si j'ai fait pas mal de mes études à l'ENS Lyon, techniquement, je suis normalien de Cachan. Donc, je suis monté à Cachan pour préparer l'agrégation. Donc, j'ai passé l'agrégation de sciences physiques, option physique, ça s'appelle. Et je suis arrivé 25e, ce qui m'a permis ensuite, plus tard, d'avoir mon poste en prépa assez facilement. Plus ou moins facilement, je vous en parlerai après. Mais dès la première année après la thèse. Ok, donc ça c'était une année à Cachan. Ensuite, j'ai fait mon M2, je suis revenu à l'ENS Lyon pour faire mon M2 de physique théorique. Et j'ai enchaîné avec une thèse sur le plasma de quarks et de gluons, donc pendant 3 ans. Donc c'était à la croisée entre pas mal de thèmes de la physique. Il y avait de la physique des particules, de la physique nucléaire, un peu de mécanique des fluides, de la théorie quantique des champs, donc de la mécanique quantique, et de la relativité restreinte du coup. Voilà, c'était à la croisée de plein de choses comme ça, de la physique statistique bien sûr. Moi j'aimais bien ce côté un petit peu, ce sujet qui était à la croisée de plein de domaines. Et moi plus particulièrement ce que je faisais c'est j'étudiais des modèles, ce qu'on appelle des modèles effectifs, associés à la description donc, de ce milieu, le plasma de quarks et de gluons, qui est un milieu qu'on obtient à très très haute température ou des fois à très très haute densité, notamment au CERN quand on fait des collisions entre les particules, quand on fait des collisions entre des ions, des noyaux d'atomes, on a une toute petite boule de feu qui se forme de manière très très rapide et avec des températures extrêmes. Et on a de très bonnes raisons de penser qu'on a un nouvel état de la nature, en plus de solide, liquide, gaz et le plasma entre guillemets classique du Soleil. On a un nouvel état qu'on appelle aussi un plasma, mais c'est pas le même genre. C'est un plasma de quarks et de gluons, avec des particules subatomiques, les quarks et les gluons, qui sont libérés comme ça dans une sorte de soupe à très haute température.
Et donc moi j'étudiais des modèles effectifs là-dessus, parce qu'on a une théorie qui marche très très bien qui s'appelle la chromodynamique quantique, qui permet d'étudier dans certains domaines l'interaction nucléaire forte, donc avec les quarks et les gluons, mais qui a des calculs très compliqués à faire dans d'autres domaines d'énergie. Et dans la plupart des domaines qui nous concernent, nous, à plus basse température, c'est très compliqué d'utiliser cette théorie-là, la chromodynamique quantique. Et donc on a besoin de modèles qui sont un peu plus approximatifs, mais qui permettent au moins de faire des calculs. Donc moi, je travaillais là-dessus. Et en pratique, c'était donc de la recherche bibliographique, et ben ensuite beaucoup de calculs à la main ou de calculs sur ordinateur. Donc voilà pour mes études. Et ensuite, après la thèse, donc j'ai eu mon poste de prof de physique en prépa à Toulon. Ensuite, question suivante. Combien de temps ça te prend une vidéo? Alors, pour ce qui est du montage, depuis septembre, je suis plus tout seul. Il y a mon frère qui fait le montage. Donc toutes les vidéos depuis septembre, en fait, l'intégralité du montage, ça a été fait par mon frère. Moi, j'ai commencé, donc au début, je faisais tout. Mais à partir de septembre donc 2021, c'est mon frère qui s'occupe du montage. Moi, le montage, pour une vidéo de 15 minutes, le montage, ça me prenait peut-être 15 heures, 20 heures. J'imagine que c'est pareil pour mon frère, je ne sais pas trop. Ensuite, le tournage, ça va très vite. Ça prend 1 heure ouais, tout est écrit en fait. Ce qui prend du temps, c'est tout le travail en amont, donc la recherche. Là, je compte pas vraiment des heures parce que je cherche des informations sur le sujet précis de la vidéo, mais des fois, je m'amuse un peu à aller regarder des choses un petit peu annexes. Et donc, c'est pas vraiment du travail, quoi. Ça me plaît beaucoup de rechercher ces informations. Et donc, je compte pas vraiment mes heures et je sais pas exactement combien d'heures ça me prend. Mais je dirais, ouais, peut-être 20 ou 30 heures par vidéo de recherche. Ensuite, l'écriture, ça prend 5-6 heures peut-être. Là, je m'y mets vraiment à fond, j'essaye de rester concentré là-dessus. Je fais pas 5-6 heures d'affilée, bien sûr. Mais ouais, j'essaie de me mettre un peu dans le flow et d'avancer assez rapidement. Et ensuite, donc, le tournage, ça va assez vite vu que tout est écrit. Ce que je fais, c'est que là, j'ai mon ordinateur, vous voyez pas, mais sur mon ordinateur, j'ai le texte. Et donc, j'ai pas de prompteur, je préfère faire sans prompteur, je trouve ça plus naturel. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, j'aime bien sans prompteur. J'apprends plus ou moins par cœur la phrase, à quelques mots près, et j'essaye de restituer comme ça, phrase après phrase. Et donc, vu que tout est écrit, le tournage, ça va assez vite. Et donc, après le montage, ouais, une vingtaine d'heures, je dirais. Ensuite, quels sont tes projets professionnels? Alors, justement, première annonce, je lance une nouvelle chaîne qui s'appelle Réussir ses études scientifiques, dans laquelle je vais vous donner tous mes conseils, un grand nombre de conseils sur ce qui peut vous aider si vous êtes... Alors ça peut aller de la première terminale, mais surtout pour les études post-bac, si vous êtes en prépa donc, ou si vous êtes à la fac, ou si vous êtes en médecine, et voilà, tout ce qui est plutôt lié aux études scientifiques. Là, donc ça fait plus de 10 ans que j'enseigne, même plus, vu que pendant la thèse, on a déjà des enseignements à donner. J'ai rassemblé pas mal de données, j'ai testé plein de choses. Moi, j'avais déjà testé des choses en étant étudiant. À force de discuter avec les collègues, voilà, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, je vois un peu ce qui marche pour certains élèves et pas pour d'autres. Donc j'ai plein d'informations comme ça à donner, j'ai plein de conseils à vous donner. Il y a plein de pièges à éviter quand on est dans ces moments charniers, ces instants très compliqués juste après le bac, où c'est pour moi les années les plus importantes pour les études et même pour la carrière. Les 2 années après le bac, c'est vraiment le tournant, c'est là que tout se joue. Et des fois, il y a certains élèves qui sont dans une sorte de mauvais état d'esprit, qui n'ont toujours pas acquis les savoir-faire, les bonnes méthodes de travail. Et donc, ce que je vous propose, hein, c'est de vous donner toutes ces méthodes-là sur cette chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulières pour vous aider à réussir vos examens, vos concours, à travailler efficacement, à ne pas faire tout plein d'erreurs que je vois chez mes élèves. Et que voilà, moi je leur donne tous ces conseils-là.
et j'aimerais bien les donner aussi à un grand nombre de personnes. Donc c'est l'idée de cette chaîne. Donc voilà, ça s'appelle Réussir ses études scientifiques. Et ben voilà, allez vous abonner si ça vous intéresse. Dès maintenant, là, en ligne, j'aurai mis la première vidéo et ça va sûrement s'appeler tous mes conseils, quoi, mes meilleurs conseils, les secrets de prof, un truc comme ça. Je verrai quel titre je vais lui donner. Je vais notamment parler de lien entre apprentissage et compréhension. Est-ce qu'il faut comprendre avant d'apprendre? Est-ce qu'il faut apprendre avant de comprendre? Il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Il y a pareil, des erreurs dans lesquelles beaucoup d'étudiants tombent. Et je pense que ça peut vous aider si vous êtes dans ces années-là un peu charnières, juste avant ou juste après le bac. Voilà, j'ai plein de conseils à vous donner. Donc allez vous abonner. Je vous mets, ce sera le premier lien en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, quelles ont été tes motivations à devenir professeur en prépa ou en général? Alors, quand j'étais en terminale, je voulais être concepteur de jeux vidéo. Voilà, rigolez pas, quoi, c'est un vrai métier, hein, mais c'est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui, du coup. J'aimais bien programmer, j'avais ma petite TI 83 pour ceux qui ont connu, où on pouvait faire des petits programmes, donc je m'étais un peu formé là-dessus de base. Et après, effectivement, le métier d'enseignant, ça a commencé à m'intéresser quand j'étais en prépa, où je me suis dit, ouais, j'ai vu mes profs de prépa et je me suis dit, ouais, c'est quand même un métier vraiment sympa, où on voit des choses très intéressantes, le rythme est intéressant, l'état d'esprit est intéressant, où il y a à la fois il y a du challenge, il y a de la difficulté, il y a peut-être un peu de compétition, mais en même temps, il y a cette sorte de cocon où on est étudiant quand on est en prépa, mais on est encore dans un lycée, on est encore encadré, c'est des petites classes, et le prof, il est là pour nous aider. Moi, je me souviens de mes profs de prépa, et j'essaye de reproduire ça aujourd'hui, qui sont vraiment là à la disposition des élèves, qui n'hésitent pas à, voilà, à rester après les cours pour répondre aux questions. Moi très souvent, je réponds par mail à mes élèves. Voilà, il y a ce côté, cette proximité-là, j'aimais beaucoup. Et donc, ouais, je m'étais dit, prof de prépa, c'est vraiment sympa. Euh, et de manière générale, même avant d'arriver en prépa, j'aimais bien arriver au CDI avec le devoir maison déjà fait et expliquer à mes camarades, essayer d'expliquer les choses à mes camarades. J'ai toujours aimé ça, le côté transmission, explication. Même si plus tard, après, dans mes études, je n'avais pas comme objectif définitif d'enseigner. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai passé l'agrégation parce que c'est un très bon filet de sécurité. Mais après, même pendant la thèse, je me posais la question de si j'allais faire de la recherche ou pas. Et puis, finalement, je me suis orienté vers l'enseignement pour un certain nombre de raisons. Euh, Déjà, le fait que juste après la thèse, quand on est enseignant, on a un cadre assez stable, alors que quand on est chercheur, juste après la thèse, bah, très souvent c'est des post-docs à l'étranger. Voilà, moi je voulais pas partir, je voulais pas quitter le pays. Et on est un peu comme ça, balancé de post-doc en post-doc. Donc la situation, je la trouve un petit peu précaire. Le salaire est meilleur en prépa. Voilà, il y avait une sorte de précarité dans la recherche qui me gênait un peu, dans la recherche publique en tout cas. J'ai pas vraiment envisagé l'idée de faire de la recherche privée, mais j'aurais pu après coup en y réfléchissant. Euh, et puis ouais, j'avais cette envie de transmettre, cette envie d'enseigner. Voilà, j'ai pas choisi ça par défaut. C'est vraiment un choix positif d'enseigner. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, même si j'ai eu beaucoup d'hésitations après. Que penses-tu des futures générations? Les petits cons. Moi déjà, donc j'ai 36 ans, déjà à mon époque, on avait, peut-être pas en prépa, mais juste après, il commençait déjà à y avoir beaucoup de divertissement avec Internet. Et je pense que c'est le défi de cette génération-là et des futures générations, ça va être d'arriver à se créer un cadre pour résister à la tentation de se divertir en permanence, parce qu'on a des divertissements de plus en plus efficaces, de plus en plus attractifs,
Et le fait d'être par exemple en prépa et pendant 2 ans ou 3 ans, de rester un petit peu face à ses cahiers et de ne pas aller jouer à la console, regarder la télé, etc., aller sur les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que bah, tout est fait pour nous attirer vers ces divertissements-là. Et ceux qui arrivent à avoir la discipline de restreindre un peu ça, bah, c'est ceux qui vont s'en sortir. Peu importe leur niveau, voilà, il y a vraiment quelque chose à gagner à se créer un cadre, à se créer des règles. Je pense que c'est ça le défi des prochaines générations. Penses-tu que les concours sont un bon moyen pour différencier le niveau des élèves? Oui, c'est un très très bon moyen. Pour l'instant, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Le fait de mettre un écrit puis un oral et de faire ça à la fin du système, pas de manière continue, mais avec une échéance à la fin. Je pense que c'est le meilleur système qu'on ait pour l'instant. C'est peut-être pas parfait, peut-être qu'on trouvera des choses meilleures plus tard, mais pour l'instant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors, le but, c'est pas de sélectionner les élèves de prépa, hein, le but, c'est de les répartir. Quand vous arrivez en prépa et que vous allez jusqu'au bout et que vous passez les concours, que vous allez au bout des écrits, déjà, vous êtes forcément, si vous avez travaillé un minimum, vous êtes forcément admissible à certaines écoles. Et ensuite, si vous allez vraiment jusqu'au bout des oraux, vous allez à toutes les épreuves, vous êtes quasiment sûr d'avoir une école. Ce ne sera pas forcément la meilleure école, ce ne sera pas forcément Mines, Centrale, ENS, X, ce genre de choses. Mais voilà, il y a cette notion de répartition. On cherche, les écoles d'ingénieurs ont des places encore libres. C'est la pénurie, c'est une pénurie d'étudiants, pas une pénurie de places dans les écoles. Donc il y a beaucoup d'offres pour les ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est pas une sélection, c'est une répartition. Donc mon conseil, c'est venez en prépa, venez faire des études en prépa. Ensuite, vous aurez un métier. Il y a une sélection qui est plus une répartition. Une fois que vous êtes lancé, ça vous donne en plus un cadre qui est incroyable. Moi, j'ai adoré être élève de prépa. C'est difficile, mais après, on en ressort vraiment renforcé. C'est un peu comme une épreuve, je sais pas, comme le moine Shaolin qui va dans la montagne et qui revient transformé. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est ces années-là, en plus, où on a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité de concentration, d'apprentissage, il faut les mettre à profit. Et en prépa, vous êtes envoyé ensuite vers des filières où il y a du travail, où il y a des emplois à valoriser. Voilà, n'hésitez pas à faire ces études-là, c'est vraiment une bonne idée de venir en prépa. Et je dis ça de manière totalement objective, bien sûr. As-tu des conseils essentiels pour la prépa? Oui, et je vous en parle sur la chaîne Réussir ses études scientifiques. Voilà, ce sera axé sur les prépas, cette chaîne, mais aussi sur médecine, sur les études, de toutes sortes d'études scientifiques. Mais voilà, comme je suis prof de prépa, je vais pouvoir donner les meilleurs conseils aux étudiants en prépa, bien sûr. Penses-tu qu'imposer un thème pour les TIPE limite la créativité et la curiosité? Donc les TIPE, c'est l'équivalent des TPE en terminale. Donc TIPE, ça veut dire travail d'initiative personnelle encadré. C'est une sorte d'exposé, sur un gros exposé à faire, un petit travail de recherche à faire par les étudiants, seuls ou en groupe de 2 ou 3. Donc ils font ça tout le long de l'année, ils travaillent ça surtout la deuxième partie de l'année. Et à la fin pendant les concours, il y a une épreuve de TIPE, donc, où il faut présenter la petite expérience qu'on a faite, l'exploitation des données, etc. Et donc tous les ans, il y a un thème différent, qui est quand même assez large, mais effectivement qui limite le choix de sujets. Et pour la créativité, ben c'est parfait d'avoir des limites comme ça, d'avoir des restrictions. Ça vous donne un cadre sur lequel vous appuyez pour trouver des idées, sachant que c'est plus un fil directeur qu'on donne avec ce thème, plus qu'un carcan rigide. Vous pouvez vous raccrocher au thème et puis aller vers un sujet qui est un petit peu annexe tout en étant relié. Voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement rigide. Donc non, je pense que le fait qu'il y ait un thème, c'est une très bonne idée. Ensuite, on va pas se mentir, le français philo en prépa, on s'en fiche un peu. Non, on s'en fiche pas. Je suis catastrophé par le niveau en français des étudiants.
Moi-même, quand j'étais au lycée, je lisais pas énormément de livres. Je lisais les livres qu'on nous recommandait, qu'on nous demandait de lire pour les programmes, mais j'étais pas un très gros lecteur. Et, mais j'essayais de me concentrer sur l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Et, et là, aujourd'hui, je vois beaucoup de lacunes là-dessus. Et ça rend vraiment pas très bien sur une copie. Si vous êtes en prépa, donc vous vous destinez à devenir ingénieur, chef de projet, et que vous avez un mail à écrire et que le mail est bourré de fautes, bah évidemment, ça va vous porter préjudice. Et ensuite, pour la structuration des idées, le fait d'avoir lu les classiques, c'est extrêmement important. Il faut avoir lu un grand nombre de classiques. Ça vous aide à structurer vos idées de la même manière que savoir programmer, savoir conduire une démonstration mathématique, savoir analyser un problème de physique, savoir décrire un phénomène biologique, etc. Tout ça, ce sont des matières qui sont très précises, des fois un petit peu restreintes dans un domaine, mais vous apprenez une structure. Faut peut-être un peu des fois faire abstraction du contenu et regarder la structure que ça vous donne. Et le français et la philo, ça vous donne une structure qui est très intéressante pour réfléchir après à plein d'autres problèmes. Donc non, on s'en fiche pas. Surtout que même d'un point de vue de calcul, pour les résultats au concours, ce sont des matières, c'est une matière, le français, où vous avez quand même un coefficient qui n'est pas négligeable. Voilà, si je dis n'importe quoi, mais si le coefficient pour le français c'est 1 et que pour les maths c'est 7, est-ce que vous faites 7 fois moins de français que de maths en prépa? À mon avis, c'est encore moins que ça. Et donc les quelques heures que vous allez passer à travailler le français, alors peut-être qu'elles ne sont pas aussi rentables que de travailler en maths, peut-être que les notations au français font que c'est pas en travaillant 2 fois plus que vous aurez une note 2 fois meilleure, ok. Mais quand même, si vous travaillez juste 1 heure dans toute l'année à fond en français, à apprendre rapidement des petites citations à l'arrache, c'est quand même dommage d'un point de vue de structuration, bien sûr, mais aussi d'un simple point de vue de calcul. Question suivante, penses-tu que la prépa se déroule sur un temps trop court, 2 ans, pour développer toutes les notions physiques? Alors évidemment, on n'a pas le temps d'approfondir tous les domaines de la physique en 2 ans, mais même en 5 ans, même en arrivant au master, mais même après, même si vous avez bac+8, vous n'aurez pas une compréhension complète de toutes les notions physiques. Donc le but en prépa, c'est de vous donner un socle qui va après vous servir si vous êtes ingénieur ou peu importe le métier que vous allez faire après, parce qu'on peut faire d'autres métiers qu'ingénieur après la prépa, bien sûr, prof par exemple. Euh, et le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est très varié. Vous pouvez être ingénieur dans plein de domaines différents. Et le fait d'avoir vu des domaines assez variés, même si c'est seulement le début, les bases de l'électronique, les bases de la mécanique des fluides, etc., même si c'est juste un socle de départ, eh ben, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer ensuite pour votre métier, pour votre carrière. Ensuite, comment peut-on commencer à aborder les différents calculs et équations de physique théorique au lycée-collège? Alors, donc là, j'imagine que tu as peut-être un peu d'avance sur les cours, où tu te dis que les cours ne suffisent pas au niveau apprentissage de calcul et d'équation. Si ce n'est pas le cas, déjà, essaye de maîtriser au maximum et d'avoir les meilleures notes possibles et la meilleure compréhension de ton cours, donc de lycée. Sinon, ce que tu peux faire, c'est prendre déjà le manuel scolaire destiné aux élèves de ton niveau. Donc si tu es en première, par exemple, tu prends le manuel de physique ou de maths de la première, et tu verras, ça va déjà beaucoup plus loin que ce que tu peux faire en cours. Les manuels sont un peu plus riches. Les profs, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'il y a dans le manuel. Et donc déjà, rien que d'aller chercher là-dedans, il y a plein d'exercices en plus que tu n'auras pas fait. Déjà là, tu peux pas mal t'entraîner. Après, si le but c'est de t'amuser un peu, tu peux bien sûr aller voir, pareil, les manuels ou les cours des années supérieures. Donc essayer d'emprunter le cours de quelqu'un que tu connais qui est en terminale, par exemple, si tu es en première,
ou pareil, de récupérer un manuel. Et sinon, bah, sur Internet, tu vas trouver des petits calculs, assez variés. Il y a plein de chaînes qui font ça. Alors, il y en a beaucoup en anglais, il y en a quelques-unes en français aussi. Et notamment, il y a ScienceClick qui a créé une chaîne secondaire. Je crois que ça s'appelle ScienceClick Plus, où il fait justement des calculs niveau lycée ou alors début de prépa juste après le bac. Voilà, essaie de trouver comme ça des chaînes en plus qui te donnent ce côté dynamique de développement, de résolution d'équations. Question suivante, quelles ont été les réactions de l'administration et de tes élèves? Alors, ben, très bonne. L'administration est au courant de ce que je fais. Des fois, ils relaient même ils font le relais de ce que je fais. Donc, il n'y a aucun souci, hein. Et les élèves, ben, voilà, parmi mes 100 premiers abonnés, il y avait beaucoup d'élèves, donc oui, ils sont au courant. Est-ce qu'il y a de la mécanique quantique en prépa? Oui, un tout petit peu. Alors moi, je donne aussi un cours de mécanique quantique en niveau L3, mais en prépa aussi, on donne un cours qui est assez rapide, une introduction, donc on commence un petit peu. Alors, El Diablo TTK, c'est possible d'avoir les sujets d'examen en avance? Alors, non, Corentin, oui, c'est un de mes élèves. Non, tu n'auras pas les sujets d'examen en avance et je te conseille d'apprendre ton cours parce que ça arrive bientôt. Ensuite, comment en es-tu venu à faire des vidéos de vulgarisation et combien de temps investis-tu dans cette activité? Donc, combien de temps j'ai à peu près répondu? Donc, par semaine, ce que j'essaie de faire, c'est de faire 3 heures par jour, à peu près. J'arrive pas à tenir ce rythme-là tous les jours, mais bon, c'est ce que je me fixe. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, donc j'essaie de viser ça. Et comment es-tu venu à faire des vidéos de vulgarisation? Alors, à la base, j'avais un blog. Donc, le blog s'appelait Livre et Science. Le but, c'était de prendre des livres et de faire un résumé, donc des livres scientifiques et de faire un résumé. Et l'idée un petit peu, qui était un petit peu personnelle, c'était de me forcer aussi à lire des livres scientifiques, soit des livres de vulgarisation, soit des livres un peu plus techniques. Et donc je me donnais comme but de faire des résumés. C'était un blog que j'alimentais de manière assez sporadique. Il y avait des fois des périodes de 4 ou 5 mois où j'écrivais rien. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit autant faire des vidéos, c'était un peu la suite logique. Tu prépares tes vidéos seul ou as-tu une équipe? Donc j'ai déjà répondu, hein, on est 2 maintenant avec mon frère qui fait le montage. Pourquoi avoir appelé ta chaîne Livre et Science? Donc ça venait du blog où justement je lisais des livres. Voilà, la vidéo de Noël, il y a une vidéo à Noël mais pas d'autres. Alors il y aura sûrement d'autres vidéos où je présenterai des livres. Je ne sais pas quand, mais j'en ferai, c'est sûr. Et à quand l'avis d'un physicien sur Rick et Morty? Ça viendra bientôt, pas de souci. Celle-là, je la ferai, elle est prévue. Penses-tu refaire des vidéos sur un scientifique célèbre, comme ça a été le cas pour Tesla? Je pense pas faire de portrait. D'ailleurs, la vidéo sur Tesla, c'était pas vraiment un portrait, je parlais plus du thème de l'électromagnétisme, des avancées historiques sur l'électronique, les moteurs, etc. D'ailleurs, toute la première partie de cette vidéo, ça parle pas de Tesla, donc c'est pas vraiment un portrait. Ce que j'essaye de faire quand je parle de quelqu'un, c'est d'insérer ses apports dans un thème avec un angle donné, plutôt que de dérouler le portrait. C'est ce que j'aime bien faire. Ensuite, as-tu déjà fait ou feras-tu des conférences de vulgarisation scientifique filmées? Non, j'en ai jamais fait, mais oui, j'aimerais bien en faire. Peut-être prochainement, là, dans l'année qui vient, peut-être que j'en ferai. C'est une bonne idée. Ok. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos sur le nucléaire? Oui, il y aura sûrement des vidéos donc, Donc les vidéos sur le nucléaire, il y a eu celle sur la vallée de la stabilité, qui est celle avec le format un petit peu différent, une narration un peu différente là. Et puis celle sur la fusion nucléaire. Je pense que je ferai toute une série en fait sur les énergies. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais c'est prévu. Et donc je parlerai bien sûr du nucléaire, évidemment. Pourquoi tu fais des vidéos youtubeurs et tu penses apporter quoi de plus avec tous les vulgarisateurs qui existent? Alors, je pense que plus on est nombreux et mieux c'est dans la vulgarisation. Je pense pas qu'il y ait de compétition, ou alors il y a un peu de compétition, la compétition saine, où on essaye de se tirer vers le haut,
mais on n'est pas en concurrence en tout cas au niveau des créneaux, etc. Si, voilà, si vous cumulez dans la semaine les vidéos de vulgarisation scientifique, il y a le temps de quasiment tout regarder en fait sans problème. Donc on est plus en concurrence avec les autres types de contenus de YouTube et même en fait avec les autres plateformes, avec les autres médias, donc la télé, la radio, et encore, hein, pas forcément une concurrence acharnée, quoi. Mais c'est juste que quand vous êtes sur YouTube à regarder une vidéo de vulgarisation, eh ben, l'algorithme va très souvent vous proposer une autre vidéo de vulgarisation, peut-être de quelqu'un d'autre, et donc c'est tout bénef en fait. Donc plus on est nombreux à faire ça, et mieux c'est. Donc je pense pas qu'il y ait de problème. Je pense pas qu'on soit trop nombreux ou voilà, c'est plus une bonne chose qu'il y ait une sorte d'émulation. Et puis on discute un peu entre nous, on se donne des conseils. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on soit le plus nombreux possible. Donc il reste de la place, hein. N'hésitez pas. Pourquoi on ne voit plus Archimède dans la vidéo? Oui, c'était Archimède, c'était une sorte de personnage que j'utilisais pour avoir une sorte de ressort un peu comique. J'ai décidé de continuer à faire des blagues, mais un peu plus discrètes et un peu plus légères. Voilà, la direction que je voulais donner à la chaîne. Et je voulais donner un cadre à la chaîne qui était ce qu'il était. Et donc oui, j'ai enlevé ces vidéos-là où j'en ai refaites parce que ça collait plus avec l'état d'esprit de la chaîne. Et puis en plus, c'était très souvent les toutes premières vidéos qui étaient pas de très bonne qualité sur tous les points. Mais un jour, peut-être que je les remontrerai. Je les ai encore, hein, les vidéos. Question du Muséum des Pourquoi. Salut mon pote. Où est passé le petit chien sur le meuble? Eh bien, je l'ai abandonné sur une aire d'autoroute en Espagne. Je voulais savoir si tu as déniché de très petites chaînes qui valent le détour et que tu recommandes. Alors non, non, je me suis posé cette question. Donc il y a la collab que j'ai vu que tu as faite avec l'éclaireur. Donc il y a cette chaîne-là je mettrai le lien en description. Ça c'est très sympa. Mais non, j'ai du mal à trouver ces petites chaînes-là. Alors peut-être qu'il faudrait que j'aille voir chez le Café des Sciences. Peut-être si vous êtes intéressé par ça, par découvrir des nouvelles chaînes qui sont encore petites, je vous conseille d'aller sur le Café des Sciences. Mais non, je me suis posé la question parce que donc avec le Muséum des Pourquoi et avec Superama, on est 3 chaînes à avoir entre 1 an et demi et 2 ans d'existence. Et il y a un moment où on discutait un petit peu entre nous et on avait tous moins de 1000 abonnés. On avait tous, moi je crois que je me souviens, j'avais 600 abonnés à ce moment-là. Et donc pas beaucoup de vues, hein, ça va un petit peu avec. Il y avait quand même des centaines de vues, mais c'était pas autant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tous les trois passé les 10 000 abonnés, on a tous les trois des chaînes qui fonctionnent bien, avec un public qui nous suit. Et ces derniers mois, je me suis demandé s'il y avait des petites chaînes qui étaient à cet état-là que nous, on avait il y a un an ou deux. Et je sais pas, non, j'ai pas trouvé. Ça doit exister, mais on les voit pas, quoi, par définition. Au début, c'est vraiment la galère, hein. Je peux vous montrer, je vais afficher l'évolution des abonnés. On voit qu'au début, ça met énormément de temps à monter. Il y a un moment où l'algorithme s'est mis à péter un câble, littéralement, à recommander mes vidéos à tout le monde. Et puis après, ça s'est à nouveau calmé, où là, je suis sur un petit rythme de croisière avec des gens qui sont habitués à venir sur les vidéos. Mais oui, au début, c'est un peu la galère. Ouais, mais j'imagine qu'il y en a plein des chaînes comme ça, mais qu'on les voit pas. Ensuite, est-ce que tu comptes faire des vidéos avec ScienceClick un jour? Eh ben, ce serait avec grand plaisir. J'aime beaucoup ce qu'il fait sur sa chaîne. Je sais qu'il connaît la mienne. Oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'on trouve un sujet commun, mais ça devrait pas être difficile. Donc oui, avec plaisir. Ensuite, d'où est né ton intérêt pour la science en général et la physique en particulier? Alors, je crois que la raison principale, si vraiment je suis honnête, c'est que je me débrouillais bien en maths et que quand on se débrouille bien dans une matière, on a tendance à l'apprécier davantage.
Et donc j'aimais bien les études scientifiques parce que je trouvais ça roulait, quoi. J'arrivais à enchaîner facilement, à apprendre beaucoup de choses facilement. Euh, je pense que, voilà, si je suis honnête, je pense que c'est ça la première raison. Après, bien sûr, il y avait de la curiosité, voilà, il y avait la fascination pour l'espace, la physique des particules. Je me souviens notamment d'un bouquin qui s'appelait Astrophysique, je crois. C'était un gros bouquin illustré, très illustré, avec donc pas mal de choses sur l'astrophysique, mais aussi, je me souviens, des illustrations sur les particules élémentaires. Donc il y avait les quarks, les leptons, etc. Et je trouvais ça fascinant. Je me souviens, mes parents m'avaient acheté ce bouquin-là, alors que j'étais un peu jeune pour lire ces trucs-là. Mais ouais, j'adorais déjà ça. Après, voilà, le- j'étais, j'étais assez dans mon élément à l'école. Il y avait plein de matières que j'aimais bien. La géographie, j'adorais. Le français, j'aimais bien. Les langues, j'aimais bien aussi. Mais voilà, il y avait ce côté en maths et en physique où ça roulait, quoi. Et du coup, je me suis dit que c'était fait pour moi. C'est quoi le domaine scientifique, artistique et ou ludique que tu kiffes le plus grave? Alors, domaine scientifique, bah, c'est ce que je traite sur ma chaîne principalement. Voilà, ce côté un petit peu historique qu'on n'a pas forcément dans les études, où on apprend un peu d'où viennent les choses, comment sont nés les concepts, que- quelles sont les personnes qui ont été impliquées dans les découvertes, que ce soit technologique ou purement scientifique, théorique. Euh, Après, un domaine en particulier, euh, j'aime beaucoup tout ce qui est tout ce qui est à la frontière entre physique et mathématiques. Donc j'aime bien la théorie des champs, tout ce qui est mécanique quantique, relativité restreinte, ce genre de choses. Après, en réalisant certaines vidéos, je me suis plongé dans certains sujets, et je pense notamment à la vidéo sur l'inversion des pôles avec le champ magnétique terrestre, et voilà, avec le champ magnétique multipolaire de Gauss, etc., la décomposition de Gauss. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Typiquement, c'est ce genre de vidéo où je me dis, en les préparant, je pourrais passer ma vie à travailler là-dessus et à faire de la recherche là-dessus. C'est vraiment un truc passionnant. Ça me l'a fait aussi un petit peu avec les rayons cosmiques et avec les pulsars, donc la vidéo sur le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Donc voilà pour les domaines scientifiques. J'aime beaucoup la biologie aussi, euh, mais bon, on peut pas tout faire, hein. Artistique, bon, comme tout le monde, hein, j'aime bien écouter de la musique classique. Je suis très musique classique et pop, rock des années 60, début années 70. J'aime beaucoup cette période-là. Artistique, donc je suis pas trop ciné. Je regarde pas beaucoup de films, mais j'apprécie énormément. Donc c'est vraiment j'essaie d'avoir de la qualité sans avoir trop de quantité. Typiquement, je vais au cinéma une fois par an, une fois tous les 2 ans. Je vais très rarement au cinéma. Euh, bah, j'aime bien les films de grand spectacle, les films d'action, les films de science-fiction, bien sûr. Tous les classiques, quoi. Et ou ludique, donc j'imagine que ça fait référence aux jeux vidéo. Alors, je suis aussi un peu jeu de plateau, et j'ai pas mal joué à Magic Arena notamment. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, je me suis arrêté de jouer à Magic Arena parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Et j'ai arrêté été 2020. Et du coup, bah, j'avais beaucoup de temps libre. Et c'est là où j'ai lancé la chaîne. Donc cette chaîne, elle est un peu née grâce au fait que j'ai arrêté de jouer à Magic Arena. Et jeux vidéo, ben oui, j'ai grandi avec la PlayStation, avec la Mega Drive. J'ai peu joué à l'époque PlayStation 2, PlayStation 3. Et je me suis remis à jouer, si un peu PlayStation 3 avec Skyrim, et PlayStation 4 avec The Witcher, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, je pense que j'aurais plus trop le temps de faire ce genre de jeu, mais voilà, il y a eu des périodes où j'ai pas mal joué à la console. Tu sembles aimer les animés et mangas. Quels sont ceux que tu apprécies le plus? DBZ, Naruto. Alors oui, ces deux-là en particulier. Je pense que Naruto, c'est celui qui m'a le plus marqué, avec tous les thèmes qui sont très profonds et très travaillés et très bien reliés les uns avec les autres. Naruto, je trouve que c'est une histoire fantastique. Le personnage de Naruto, je le trouve exceptionnel.
Et DBZ c'est le manga que j'ai lu en premier, c'est le manga de mon adolescence, donc bien sûr. Et pour en citer d'autres, j'aime beaucoup Hunter x Hunter, j'aime beaucoup Akira, euh, voilà, j'aime beaucoup en animé, j'aime beaucoup Death Note. Voilà, c'est pas très original, mais bon, quand c'est populaire, hein, souvent c'est parce que c'est bien. Et une recommandation de manga animé, donc peut-être un truc un petit peu moins connu, je dirais La vie de Bouddha, qui est très très sympa. Alors pour la fin, j'ai rassemblé les questions un peu plus scientifiques. Donc pourquoi la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde et non pas une autre valeur? Effectivement, c'est assez arbitraire comme valeur. Ça vient du fait qu'on a utilisé des unités qui ne sont pas des unités naturelles, qui ne sont pas les unités de l'univers, qui sont des unités très humaines, et ces unités, c'est le mètre et la seconde. Donc le mètre, voilà, c'est quelque chose qui est à peu près à notre taille, et la seconde, c'est voilà, l'intervalle entre deux battements de cœur, typiquement. Et donc des extraterrestres qui voudraient mesurer cette valeur, ben, s'ils sont 10 fois plus gros, ils vont pas utiliser les mêmes unités, et donc le mètre, ils vont pas arriver à se mettre aux mêmes unités que nous, que les Français d'ailleurs, le mètre, ça vient des Français. Et pareil, s'ils ont, je sais pas, un battement de cœur, un truc qui ressemble à un cœur, qui va beaucoup plus vite, ils vont avoir une autre valeur. Et du coup, ce que font les physiciens en physique théorique, c'est se placer dans un autre système d'unités. Donc au lieu d'utiliser le mètre et la seconde, qui sont des unités historiques un peu arbitraires, eh bien on se débrouille pour changer d'unité et pour avoir la valeur numérique la plus simple qui soit, c'est-à-dire 1. Et donc très souvent, vous verrez les physiciens théoriques dire que la vitesse de la lumière vaut 1. Évidemment, ce n'est pas 1 mètre par seconde ou 1 km par seconde, c'est quelque chose avec les unités naturelles qui permet justement de tomber tout pile sur cette valeur simple de 1. Où en est-on des théories traitant de l'avant-Big Bang? Alors, c'est pas mon domaine de spécialité, mais de ce que j'en connais, soit on considère que le Big Bang, c'est le début de l'univers, et donc de tout l'univers, et donc de l'espace-temps, et donc que le temps est apparu au moment, entre guillemets, au moment du Big Bang. On peut même faire des sortes de changements de variables pour voir le Big Bang comme étant non pas en l'instant 0, mais en l'instant moins l'infini. Donc ça n'a pas de sens de se demander ce qu'il y a avant dans ce cas-là. Mais on peut aussi considérer qu'il y a eu une sorte d'autre univers avant qui est arrivé à un état extrêmement dense et qu'il y a eu un rebond pour former une nouvelle explosion, quoi, une explosion après cette compression. Et du coup, il pourrait y avoir des traces de cet ancien univers dans le nouvel univers, notamment dans le fond diffus cosmologique, qui est la lumière la plus ancienne qu'on puisse récupérer de l'univers. On peut aussi imaginer qu'il y ait eu cet univers primordial qui s'est retrouvé en compression pour donner naissance à notre univers, et que les niveaux d'énergie ou de densité aient été tels que toutes les informations ont été effacées. Et donc, peut-être qu'il y a une possibilité aussi, c'est que on n'a pas d'informations sur ce qui s'est passé avant, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Voilà, toutes les hypothèses de ce... Voilà, je vois ces trois possibilités-là. Soit il n'y a pas de sens à définir ce qui se passe avant le Big Bang parce que c'est le début du temps, soit il y a eu quelque chose avant et on peut en avoir des traces, soit il y a eu quelque chose avant et on peut avoir aucune information dessus. En observant les astres gravitant autour du Soleil, est-ce que on ne serait pas les composants d'une structure vivante beaucoup plus vaste telle que les électrons et leurs atomes par exemple? Et si ça se trouve, on nous observe au microscope. Je regardais la 4e dimension quand j'étais petit, ouais, ça fait penser à la fin de Men in Black aussi. Alors je pense que non, pour une raison... c'est argumenté, hein, je pense qu'on peut donner des arguments pour ça. Donc tu parles de structures vivantes. Je pense que les structures vivantes ne se mettent en place qu'à haut niveau de complexité. Et ce niveau important de complexité, on ne le retrouve qu'aux échelles intermédiaires. À très petite échelle, on a des constituants élémentaires qui sont en très grand nombre, mais qui ont une structure semblable. D'ailleurs, tous les électrons sont les mêmes, hein, ils sont indiscernables.
Et pareil, à très grande échelle, on a, par une sorte de lissage statistique, des grandeurs qui finissent par perdre en complexité. Et donc, le seul domaine où il peut y avoir de la complexité et donc de la vie, selon moi, c'est l'échelle intermédiaire, c'est notre échelle. Y a-t-il un rapport entre l'écoulement du temps et l'expansion de l'univers? Est-ce que les deux sont liés? Ah oui. Exemple vulgaire, si l'expansion de l'univers s'arrête, est-ce que le temps aussi? Oui, j'ai vu passer des réflexions là-dessus. Donc ça, c'est relié à la flèche du temps, le fait que le temps pointe, avance entre guillemets vers l'avenir et pas vers le passé. Effectivement, c'est relié à l'expansion de l'univers, donc il y a une sorte de symétrie de l'univers qui est brisée entre le passé et l'avenir. L'univers est en expansion dans le sens vers l'avenir, et il n'est pas en contraction, donc il y a cette asymétrie. Il y a aussi un lien entre la flèche du temps et des phénomènes statistiques, peut-être qu'on peut les relier à l'expansion de l'univers, mais des phénomènes purement statistiques. J'en parle un peu dans la vidéo sur Tenet, où vous prenez par exemple une paroi avec 1000 molécules d'un côté et 0 de l'autre, et vous prenez une enceinte et vous ouvrez la paroi, les molécules vont se répartir, et donc il va y avoir à peu près la même quantité à gauche et à droite, et il y a très peu de chances que par hasard toutes les molécules reviennent du côté initial. Et donc le mouvement, c'est un mouvement de diffusion qui se fait, donc c'est relié à l'augmentation de l'entropie, qui se fait du système où toutes les molécules sont d'un côté à, vers l'avenir, un système un peu plus homogène, et jamais dans l'autre sens. Et donc là aussi, il y a une brisure de symétrie entre le passé et l'avenir. Et ça se fait de manière purement statistique, il n'y a pas besoin d'utiliser le fait que des lois physiques seraient différentes si on inverse le sens du temps. Et la troisième chose, c'est que il existe des lois physiques qui ne sont pas les mêmes vers le futur ou vers le passé, notamment tout ce qui concerne l'interaction nucléaire faible, où vous avez une brisure de symétrie aussi temporelle. Donc c'est relié à l'expansion de l'univers, assez indirectement. Je pense qu'il faut en passer par cette explication de statistiques. Quelles sont les prochaines avancées majeures attendues dans un avenir plus ou moins proche dans le domaine de la physique de manière générale? Alors, dans le domaine de la physique appliquée, on a évidemment tout ce qui touche à l'énergie, au stockage d'énergie, à la découverte de matériaux pour des applications dans l'aérospatiale, de la découverte de matériaux pour l'isolation thermique. Voilà, tout ce qui touche aussi aux nanotechnologies. Ça va arriver très fort, je pense. Et pour les avancées théoriques, donc on a un modèle qui marche très très bien, qui s'appelle le modèle standard, qui nous donne des prédictions sur des expériences qui sont vérifiées par les expériences avec un degré de précision incroyable. On a une bonne compréhension mathématique de ce qui se passe sur ce modèle standard, mais c'est pas toujours très satisfaisant esthétiquement. On essaye de développer des théories un peu plus symétriques, on va dire, par exemple la théorie des cordes. Donc, je ne suis pas spécialiste de la théorie des cordes, mais je sais qu'un des problèmes, c'est de faire correspondre cette théorie qui est très satisfaisante d'un point de vue des symétries, d'un point de vue esthétique. Mathématiquement, on a envie de dire qu'il y a de très bonnes chances que ça puisse décrire l'univers, mais on a du mal à faire rentrer le modèle standard dans cette théorie-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est à l'étude. Bien sûr, il y a les domaines connus de l'énergie noire et de la matière noire. Donc ça peut être une avancée majeure. Et puis tout ce qui touche à la mécanique des fluides aussi, on a une équation qui décrit l'écoulement des fluides qui s'appelle l'équation de Navier-Stokes et qui mathématiquement est quasiment impossible à résoudre, on ne sait pas faire. Et d'ailleurs, il y a un prix d'1 million de dollars pour celui qui arrive à résoudre ça. Donc c'est ce serait un peu plus une avancée mathématique, mais bon, ça reste appliqué à la physique, c'est de la physique théorique. Donc ça, c'est aussi une avancée majeure qui serait incroyable. Ensuite, alors là, il y a pas mal de questions, je vais en prendre une ou deux. Est-il possible de créer de l'antimatière? Oui, en laboratoire, on crée de l'antimatière tous les jours.
voilà, la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond, mais l'antimatière, c'est très concret, on sait en fabriquer, on sait même en stocker, l'utiliser pour faire des expériences avec, donc ça, aucun problème. Ok. Quels sont tes futurs projets, plus ou moins long terme? Donc, j'ai parlé de la chaîne Réussir ses études scientifiques. J'ai aussi une autre chaîne qui est un peu plus axée sur les calculs de physique. Donc, peut-être que j'alimenterai cette chaîne-là aussi. On verra, je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout faire. Et sinon, en septembre, je vais commencer une nouvelle série. Donc, il y a eu la série sur le voyage au cœur des atomes, donc sur l'histoire de la découverte des atomes et des particules subatomiques. Ensuite, là, donc, on est en train de faire la série sur l'électromagnétisme. Et à la rentrée, en septembre, on va commencer une série sur la relativité restreinte. Ensuite, je voulais savoir comment on pouvait calculer l'entropie d'un système. Alors pour ça, il faut que tu comptes le nombre d'états microscopiques. Et donc pour ça, je t'encourage à étudier la physique statistique qui peut s'appréhender à un niveau L3, L2, L3. Je pensais faire une prépa en astrophysique après avoir un bac plus 3 en labo. As-tu un établissement à me conseiller? Alors pour l'astrophysique, n'importe quelle prépa peut t'amener vers l'astrophysique. Si tu veux faire de la recherche en astrophysique, tu peux donc, voilà, je te conseille de faire une prépa, effectivement, c'est la filière scientifique qui peut t'y amener facilement. Tu peux passer par la fac aussi. Après la prépa, je te conseille, si tu peux, de faire une ENS qui va t'emmener directement vers la recherche. Tu peux aussi passer par la fac après la prépa. Tu peux aussi passer par une école d'ingénieur. Donc, bon, la plupart des profils que moi je connais qui sont passés par école d'ingénieur et qui ensuite font de la recherche, c'est plutôt des gens qui sont passés par les écoles d'ingénieurs réputées, donc X, Minpon, Centrale, mais ça doit être possible aussi de passer par d'autres écoles. Donc voilà, il y a plein de passerelles comme ça, donc si tu es passionné, si tu es vraiment très motivé, tu peux commencer ensuite une carrière dans la recherche sur l'astrophysique. Tu peux même aussi, si c'est plus l'astronomie au sens large qui t'intéresse, essayer de rejoindre des institutions publiques ou privées qui travaillent là-dessus, donc les agences d'aérospatiales. Voilà, il y a de quoi faire, hein, il y a de la place si tu es motivé. Tu peux commencer par faire une prépa, effectivement, c'est une bonne idée, je pense. Est-il possible de produire à une échelle industrielle des éléments chimiques avec une centrale à fusion? Alors non, pour l'instant on ne sait pas faire à échelle industrielle. Et c'est un des objectifs d'ITER, d'étudier la faisabilité, d'essayer de trouver une manière rentable de produire de l'énergie. Et ensuite, tout ce qui est application industrielle et conception industrielle et production industrielle, là, ce sera plutôt d'autres expériences, d'autres réacteurs qui viendront après ITER. Le but d'ITER, c'est plus de faire de la recherche sur la possibilité en termes de physique, plutôt que, bien sûr, c'est en termes technologiques aussi, mais l'application purement industrielle, ça viendra après, on n'y est vraiment pas. Et donc, si on veut de l'énergie à profusion avec la fusion, il va falloir attendre. Et pour l'instant, le mieux qu'on ait au niveau nucléaire, c'est la fission. On peut, j'en parlerai sûrement, on va pouvoir développer d'autres générations de centrales à fission en attendant la fusion, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver avec la fusion. Ça peut s'accélérer, hein, les révolutions scientifiques, ça peut aller très très vite. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Ça se trouve, dans 15 ans, c'est au point, si on est très optimiste. Ça peut vraiment exploser. Je ne sais pas, peut-être que les Chinois nous ont caché quelque chose et qu'ils sont très avancés sur ce problème-là. On ne sait pas. Voilà. Les gens qui vous disent « je sais que c'est au moins dans 50 ans, au moins dans un siècle », ou au contraire qui vous disent « c'est bon, dans 20 ans, c'est sûr », je ne sais pas sur quoi ils s'appuient parce qu'on n'en sait rien. Et du coup, comme on n'en sait rien et qu'il y a urgence climatique, il faut compter plutôt sur les centrales à fission. Pourquoi, lorsqu'on tape plusieurs fois le fond d'une tasse remplie de café, le son devient de plus en plus aigu? Alors, je pense que ce genre de question, c'est typiquement à Viviane de Syllabus qu'il faut que tu la poses. Voilà, elle adore parler de ce genre de sujet lié à la mécanique. Moi, ce que je peux t'en dire, c'est que, alors s'il y a de moins en moins de café, tu as des longueurs différentes dans ton système
Et on sait que les résonances sont typiquement reliées aux longueurs du système. Donc la fréquence va être reliée à ces longueurs. Après, si c'est juste en tapant dessus, sans changer le remplissage, peut-être que ça vient du fait que tu casses un petit peu la structure et que tu déplaces des impuretés pour, je sais pas, les rassembler. Peut-être qu'il y a des fissures qui se rassemblent les unes avec les autres. Et c'est ça qui fait que le son change de tonalité. Question suivante. Ma question est, crois-tu au multivers et si oui, sous quelle forme? Alors personnellement non, je ne crois pas au multivers. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai pas l'impression qu'on ait de moyens de tester si les multivers existent ou non. Et si c'est le fait qu'il y ait d'autres univers auxquels on n'ait pas accès, par définition on ne peut pas faire de test. Alors si on trouve une trace ou une manière, c'est un peu comme la question sur l'avant Big Bang, si on trouve une manière de faire des tests expérimentaux, pourquoi pas, c'est une théorie scientifique, mais si c'est juste des arguments de type esthétique ou de type principe anthropique, pour ceux qui connaissent, c'est pas très satisfaisant pour moi. Après, c'est plus une question scientifique, c'est plus une question philosophique. Mais personnellement, moi, je suis pas convaincu qu'il faille que tout soit parfait, symétrique. Voilà, le fait que le monde soit un peu tordu, un peu, voilà, d'une certaine manière à un endroit et d'une autre manière à l'autre, sans qu'il y ait de symétrie, sans qu'il y ait, que ce soit un peu, je sais que ça peut être un peu frustrant, mais si le monde réel est comme ça, c'est la vie. Donc moi, je suis plus de cette école-là. Question suivante, sommes-nous correctement préparés à affronter de potentiels astéroïdes dangereux pour la Terre? Non, pas du tout. On n'a aucun moyen de les dévier pour l'instant. Après, la probabilité est tellement faible qu'on a le temps de mettre en place des programmes sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Je sais que la NASA travaille là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que la méthode la plus pertinente aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont utilisées, qui sont étudiées, le fait d'accrocher des voiles solaires pour dévier l'astéroïde petit à petit. Mais je crois que la méthode la plus étudiée, c'est de balancer de bonnes grosses décharges, de bonnes grosses charges nucléaires pour tout faire péter, comme dans Armageddon. Ensuite, à quelle révolution faut-il s'attendre dans le domaine de la physique? Donc j'ai déjà répondu à ça. Pour compléter, je dirais que justement, c'est compliqué de s'attendre à quoi que ce soit. Et je pense pas que quiconque au 19e siècle aurait pu prédire l'arrivée de la mécanique quantique, de la relativité restreinte. C'est trop disruptif en fait. Et donc c'est très compliqué de faire des prédictions là-dessus, même de sentir instinctivement qu'il va se passer quelque chose dans tel domaine. Donc c'est possible qu'on soit surpris par des choses très, très originales. Ensuite, peut-on poser les questions ici pour la FAQ? Alors oui, à Athènes, c'était le bon endroit, mais du coup tu n'as posé que cette question-là, donc c'est dommage, c'était le bon endroit. Oui. Et aussi tu pouvais le faire sur Instagram, là c'est des questions sur Instagram, là typiquement. As-tu des livres de physique maths et plus généralement de sciences à proposer à lire? Oui, je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus, où je parlerai à la fois de livres de vulgarisation et de livres un peu plus techniques. J'ai pas mal de trucs à vous proposer. Je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, Tony83, salut Tony. Que penses-tu de la terraformation? Alors je trouve ça fascinant, donc là, notamment la terraformation de Mars qui est à l'étude. Ça fait se rencontrer des domaines très variés, des domaines de physique bien sûr, de géologie, de biologie, de chimie. Il y a plein de choses très nouvelles à étudier au niveau physique, au niveau purement théorique, mais aussi au niveau technologique. Après, c'est un domaine qui s'étend un petit peu comme la défense sur les astéroïdes. Ça s'étend sur des milliers et des milliers d'années. Et là, l'urgence, c'est pas ça, c'est d'essayer de préserver les environnements qu'on a sur Terre. On a des techniques qui peuvent être appliquées à Mars, qui peuvent déjà être testées sur Terre, notamment pour lutter contre la désertification, voire la déforestation. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire déjà sur Terre, notamment la conquête des fonds marins, le fait de préserver les environnements.
Et ensuite, effectivement, on pourra appliquer toutes ces méthodes de transformation à un environnement beaucoup plus hostile comme Mars. Et je pense que je suis assez optimiste là-dessus. Je pense qu'on arrivera à développer de la vie sur Mars, éventuellement en modifiant, en apportant des modifications génétiques pour permettre aux gens de supporter la gravité. Je pense que c'est faisable. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, penses-tu que la recherche dans le domaine du très petit, mécanique quantique, peut aider la transition écologique vers un monde décarboné? Oui, 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 il y a plein de choses à voir là-dessus, notamment sur la physique des matériaux. La physique des matériaux, c'est beaucoup de tests technologiques, mais c'est aussi des développements théoriques où on utilise de la mécanique quantique, on utilise de la physique théorique pour comprendre, pour essayer d'orienter la recherche vers les bons matériaux qui permettent d'isoler notamment les bâtiments, qui permettent de réaliser quelque chose de très important pour utiliser les énergies renouvelables, qui est le stockage d'énergie. On a besoin de technologies de stockage. Pour l'instant, on a des solutions qui sont très provisoires, qui utilisent notamment des terres rares et des éléments qui sont soit polluants à extraire, soit polluants ensuite dans les déchets, soit, comme le nom l'indique, trop rares pour être applicables à grande échelle. Donc une petite révolution qui viendrait de la physique serait la bienvenue sur ce domaine précis. Ok, voilà pour cette foire aux questions. Un grand merci à tous ceux qui participent à la chaîne, qui laissent des pouces bleus, qui laissent des commentaires. Un grand merci aux tipeurs. Voilà, merci pour toute l'énergie que vous me donnez, c'est extrêmement motivant. Il y a plein de belles choses qui se sont passées sur la chaîne et je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver ensuite. Donc comme je l'ai dit, je ferai sûrement une série par année scolaire. Donc la prochaine année scolaire, on fera de la relativité restreinte. Il y aura une série sur la mécanique quantique. Voilà, j'essaierai comme ça de faire des séries à thème, en continuant les vidéos sur la pop culture, la vie d'un physicien sur un élément de pop culture. Voilà, donc merci. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser encore sur cette chaîne. En tout cas, moi je m'éclate. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plus classique.